L'économie a une terrible réputation. Disons-le d'emblée, c'est un constat presque universel. Ah bah ouais, complètement. C'est souvent perçu comme une science super lugubre. Exactement. Ou, pour reprendre l'expression célèbre de l'historien Thomas Carlyle, une triste science. C'est le terme. Oui, Pour beaucoup d'observateurs, c'est juste un domaine froid, monopolisé par une espèce de cohorte d'experts. des experts qui manient un jargon totalement impénétrable en fait. Voilà, des modèles mathématiques abstraits, presque ésotériques. Et ça donne vraiment l'impression d'exclure délibérément le commun des mortels des décisions qui façonnent pourtant leur quotidien. Alors que ça nous touche tous les jours. Absolument tous les jours. Mais l'ambition de notre exploration d'aujourd'hui, elle est tout autre. L'objectif, c'est de s'approprier les clés de cette forteresse intellectuelle. On va essayer d'exproprier ces espèces de gardiens du temple de leur savoir. C'est exactement ça la mission. Rendre la discipline fascinante. Et pour ça, on va plonger dans un ouvrage qui s'appelle L'économie pour les nuls, de Michel Musolino. Un texte qui a un titre super modeste, Ouais. mais qui propose une grille de lecture redoutablement efficace, surtout pour quiconque souhaite comprendre les forces invisibles qui dictent nos vies, et ça sans aucun bagage technique. Et ça amène une problématique forte pour ouvrir cette analyse. Et si l'économie n'était pas une simple affaire de chiffres, de taux d'intérêt ou de courbes de croissance? C'est la vraie question. Et si c'était plutôt la science très intime de nos frustrations, de nos désirs inassouvis et tout simplement de notre survie au quotidien? C'est un angle particulièrement pertinent, je trouve. Parce que la base absolue de toute cette discipline, son postulat de départ, repose sur une tragédie humaine universelle. La rareté. Exactement, la rareté. Ce qui est fascinant ici, c'est que la Terre, à l'état naturel, n'offre tout simplement pas assez de ressources pour satisfaire les besoins infinis des humains. Les ressources sont limitées, mais nos désirs n'ont pas de plafond en fait. C'est ça. Depuis la nuit des temps, on est confronté à cette asymétrie fondamentale entre ce qui est matériellement disponible et ce qui est désiré. Ok, décortiquons un peu tout ça. Parce que ce passage de l'état de nature à l'économie structurée, l'ouvrage l'illustre avec des exemples super simples. Il fait une distinction très claire entre un bien libre, non économique, et un bien économique. Oui, la différence est cruciale. Pendant des siècles, on a considéré l'air qu'on respire ou l'eau des rivières comme des biens libres. Ils étaient abondants, gratuits, totalement hors du champ marchand. Alors qu'un baril de pétrole a toujours été un bien économique par essence. Tout à fait. Parce que son extraction exige un effort face à sa rareté naturelle. Mais ce qui est fou aujourd'hui, c'est qu'on voit cette frontière bouger. L'air pur ou le silence dans une grande ville, ça devient presque des biens économiques. Des luxes même. Ouais, des luxes. Et il y a aussi cette différence abordée dans le livre entre la consommation immédiate et l'investissement. Genre, la différence entre simplement consommer une pomme qu'on a cueillie. Et le fait d'acheter une bêche pour produire d'autres biens, pour cultiver. Exactement. Ça change tout le rapport à la valeur. Et cette réflexion sur la valeur nous amène directement à une révolution de la pensée économique. Pendant longtemps, on croyait que la valeur d'un objet venait du travail nécessaire pour le fabriquer. Mais l'analyse moderne montre que la valeur est profondément subjective. Elle dépend de la personne, en fait. De l'utilité ressentie par l'individu, oui. Et c'est là qu'intervient le concept fondamental d'utilité marginale. La satisfaction qu'on tire d'un bien n'est jamais constante. Elle fluctue selon ce qu'on a déjà consommé. La fameuse utilité marginale. L'ouvrage illustre ça avec une analogie littéraire que je trouve géniale. Il cite la première gorgée de bière de Philippe Delerme. Ah oui, c'est une métaphore parfaite pour saisir la mécanique. Tu rentres du boulot, à passer une longue journée, t'as soif. Le premier verre t'apporte une immense satisfaction, une vraie révélation sensorielle. L'utilité est à son apogée absolu. Voilà. Ensuite, tu prends un deuxième verre, le plaisir est là, mais L'intensité a déjà baissé. c'est ça. Et si tu continues, la satisfaction diminue à chaque verre supplémentaire jusqu'à atteindre un point d'écœurement. Les rendements décroissants. L'utilité du tout dernier verre que tu arrives péniblement à avaler, c'est exactement ça, l'utilité marginale. Et ce phénomène de rendement décroissant, c'est vraiment le cœur battant de la rationalité économique. Un acteur rationnel s'arrête de consommer pile quand cette utilité marginale tombe à zéro. Pour maximiser sa satisfaction. C'est ça. Mais cette rationalité s'applique à tout, pas juste à un verre de bière. Nos ressources financières, notre énergie, notre temps, ce sont des quantités finies. Ce qui implique que chaque choix est un renoncement. C'est le fameux coût d'opportunité. Puisque les ressources sont limitées, si tu choisis d'allouer de l'argent ou du temps à une chose, tu détruis la possibilité de l'allouer à la meilleure alternative. Concrètement, si on applique la théorie à la vie de tous les jours, choisir d'acheter une voiture coûteuse, disons à 30 000 euros, le vrai coût, ce n'est pas juste le chèque de 30 000 euros. Non,
Le vrai coût économique, c'est ce à quoi tu renonces. En réalité, c'est renoncer à une année sabbatique, par exemple, ou à lancer sa propre boîte. Voir la vie sous le prisme du coût d'opportunité, c'est réaliser ça. C'est implacable. Et cette tension permanente entre ressources limitées et désirs infinis, elle a nourri des angoisses historiques majeures. C'est là que ça devient vraiment intéressant. L'auteur aborde l'une des théories les plus sombres du passé, la malédiction de Malthus. Thomas Malthus, à la fin du XVIIIe siècle. Sa vision était terrifiante. Il observait deux rythmes de croissance totalement incompatibles. Il disait que la population augmentait de façon géométrique, 1, 2, 4 ou 8, et la nourriture de façon arithmétique, 1, 2, 3, 4. Ce qui menait inévitablement à la famine généralisée. C'était mathématique pour lui. Et ça a justifié des politiques publiques atroces, où on refusait d'aider les plus pauvres par peur qu'ils se reproduisent trop. Sauf que l'analyse historique montre que Malthus s'est lourdement trompé. Il a sous-estimé l'innovation technologique, bien sûr, mais surtout, il a ignoré la transition démographique. Ce fameux décalage. Voilà. En fait, d'abord, la mortalité baisse très rapidement grâce à l'hygiène, la médecine, la pasteurisation. Les gens arrêtent de mourir en masse. Mais culturellement, on continue de faire beaucoup d'enfants. C'est ça. Les mentalités mettent plus de temps à s'adapter. C'est dans ce décalage que la population explose. Mais une fois que l'éducation et la contraception s'installent, la natalité baisse à son tour. Et la population se stabilise. Donc le progrès technique et la transition ont vaincu la fatalité malthusienne. Totalement. Mais alors, une question s'impose. Si Malthus avait tort, si on n'est pas condamné par la nature, pourquoi la faim existe-t-elle encore aujourd'hui ? Si l'on relie cela à une perspective plus large, le livre révèle des chiffres qui sont tout simplement choquants. Vas-y, dis-nous. Le monde produit largement de quoi nourrir tout le monde. L'agriculture mondiale génère plus de 2700 kilocalories par jour et par habitant. 2700, mais c'est plus qu'assez pour un adulte. C'est largement suffisant. Le problème de la faim n'est pas du tout une fatalité naturelle. Le nœud du problème, c'est l'utilisation des ressources. Il faut savoir qu'il faut en moyenne 7 kilocalories végétales pour produire une seule kilocalorie animale consommée au nord. Donc on cultive massivement des céréales, non pas pour nourrir les humains qui ont faim au sud, mais pour nourrir le bétail qu'on consomme au nord. Et pour faire des agrocarburants ? C'est un cynique problème commercial et de répartition. C'est un problème politique en fin de compte. Exactement. Les agriculteurs des pays pauvres sont souvent ruinés par l'effondrement des prix mondiaux, pendant que les pays riches subventionnent à coups de milliards leurs propres secteurs agricoles et stockent ou détruisent leur surplus. C'est fou de se dire qu'on crée de la pénurie artificielle au milieu d'une abondance globale. C'est le paradoxe de notre système marchand. Et au-delà de ces besoins primaires de survie, la conversation du livre se déplace naturellement vers le labyrinthe infini des besoins humains. Une fois qu'on a le ventre plein, on ne s'arrête pas de consommer pour autant. Bien au contraire, la nature de la consommation change. Et c'est là qu'on s'émerveille presque de voir qu'on ne consomme pas que des objets, on consomme des symboles. C'est la dimension sémiologique des biens. Le capitalisme contemporain repose entièrement là-dessus. Un objet devient un moyen de communication non verbale. L'exemple classique, c'est la montre. Une horlogerie de luxe, oui. On ne porte pas une montre Rolex pour savoir l'heure. Un quartz à 10 € fait ça avec une précision parfaite. On porte une Rolex pour communiquer un statut social, pour envoyer un signal. Le livre cite d'ailleurs une étude historique vraiment frappante sur le café soluble. Lors de son lancement aux États-Unis, ça fait un flop au début. Les industriels pensaient que c'était le goût qui rebutait les gens. Ouais, mais en fait, des études psychologiques ont révélé que c'était pas du tout ça. Le produit n'était pas perçu comme une simple boisson ou un gain de temps. Il était perçu comme un aveu d'incompétence. Un manque d'affection de la part de la personne qu'il préparait pour ses invités. Servir du café soluble, c'était vu comme être paresseux. L'acte d'achat était bloqué par le message négatif que ça renvoyait socialement. C'est fascinant, la psychologie derrière la consommation. Ça nous amène d'ailleurs à parler de ce que l'auteur appelle le cycle snob de la consommation. Un moteur ultra puissant de l'innovation. Il fonctionne en 3 temps. La différenciation d'abord. Oui, une classe sociale favorisée s'empare d'un produit cher et nouveau pour se démarquer. Ensuite vient la contamination. Tout le monde veut la même chose. Par imitation, la demande s'élargit, la production s'industrialise, les prix baissent. Et on arrive à la 3e phase, la perte de statut. Le produit devient tellement banal qu'il ne permet plus de se distinguer. Alors les classes favorisées l'abandonnent et cherchent un nouveau symbole. Et pour alimenter cette course effrénée, on accuse souvent la publicité. On se dit que le marketing crée des besoins de toutes pièces. Mais l'analyse économique moderne clarifie ça. La publicité ne crée pas de nouveaux besoins à partir de rien. Elle se contente d'exciter des désirs préexistants.
des failles psychologiques. Le besoin de reconnaissance, d'appartenance à un groupe, de sécurité. Voilà, elle opère une greffe en suggérant qu'un produit spécifique est la seule solution pour apaiser cette tension. Le désir, c'est juste la dérive du besoin, canalisée vers l'achat. C'est brillant et un peu effrayant. Mais pour soutenir toute cette consommation de masse, il a fallu bâtir un appareil productif colossal. Comment on crée cette richesse à la base? L'ouvrage résume brillamment cette création à travers une analogie que j'adore. La petite maison dans la prairie. C'est une image très pédagogique. Imaginons une famille de pionniers isolés. Pour survivre, ils doivent consacrer toute leur journée à aller chercher de l'eau à la rivière avec des seaux. C'est un travail épuisant, la productivité est misérable. L'eau récoltée couvre tout juste les besoins du jour. Aucun surplus. C'est l'économie de survie absolue. La rupture, la création de richesse, elle arrive avec un choix douloureux. La famille décide un jour de ne pas aller chercher d'eau, ou du moins de réduire sa consommation, pour construire un aqueduc en bois. Un sacrifice initial énorme. Ils sont soif, le travail est doublé, mais cet effort de restriction dans le présent pour un bénéfice futur, c'est la naissance de l'épargne. C'est ce qu'on appelle le détour de production. Exactement. Et une fois l'aqueduc terminé, l'eau coule toute seule. Le temps libéré permet de cultiver, de forger des outils. C'est la base du capital et de la croissance économique. Sauf que, et c'est là que l'analyse du livre frappe fort, le système qu'on a bâti sur cette croissance a fini par développer des paradoxes troublants, des indicateurs aveugles. Tu penses au PIB, le produit intérieur brut? Totalement. C'est notre grande boussole moderne, mais c'est un indicateur aveugle. Le livre rappelle qu'un accident de voiture fait augmenter le PIB. Absolument. Il faut payer les secours, les garagistes, les assurances. La machine tourne à plein régime, donc la comptabilité nationale enregistre une croissance. La destruction devient une richesse comptable. Alors qu'à l'inverse, il ignore totalement la richesse hors marché. Tout le travail bénévole, le temps passé à éduquer ses enfants, l'entraide entre voisins, ça n'existe pas pour le PIB. Parce qu'il n'y a pas de facture émise. C'est un décalage complet entre la réalité du progrès social et sa représentation comptable. Et ce décalage, il atteint des sommets de folie dans la finance. Les marchés financiers, oui. Ils développent une logique complètement détachée de l'économie réelle. C'est la psychologie des foules qui prend le relais. Le livre raconte cette anecdote historique incroyable sur le crash boursier de 1929. L'histoire du cireur de chaussures? Oui, un magnat de Wall Street se fait cirer les chaussures juste avant le jeudi noir. Et le jeune cireur commence à lui parler d'actions, à lui donner des conseils boursiers. Et là, le magnat comprend tout. Il rentre à son bureau et ordonne de tout vendre immédiatement. Son raisonnement était implacable. Si la frénésie a touché même un cireur de chaussures, c'est qu'il n'y a plus aucun acheteur potentiel pour faire monter la pyramide. Le marché ne reposait plus que sur une illusion collective. L'effondrement était inévitable. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Pourquoi c'est important de lire ce livre et de comprendre ces mécanismes? C'est la vraie valeur de l'ouvrage. Il nous arme intellectuellement. Voilà. Comprendre ces concepts, ça permet de réaliser que notre société transforme presque tout en valeur marchande. Ça modifie notre façon de voir nos propres choix de vie. On déconstruit nos pulsions d'achat, on sépare le vrai besoin du besoin de statut. On réévalue nos achats ostentatoires, on comprend la véritable valeur de notre temps, de ce temps qu'on échange contre un salaire. Cela soulève une question cruciale qui synthétise vraiment l'esprit du livre. L'économie, c'est une machinerie intellectuelle surpuissante. Elle excelle à fournir les moyens d'agir, à optimiser, à calculer. Mais elle est totalement dépourvue de boussole morale. C'est ça, elle est incapable de nous donner des finalités éthiques ou morales. Elle nous dit comment obtenir ce qu'on veut, mais pas ce qu'on devrait vouloir. C'est pour ça que je recommande chaudement cet ouvrage à quiconque souhaite comprendre les rouages du monde, mais sans se laisser endormir par des équations abstraites. C'est un outil critique essentiel. Et pour clore cette plongée immersive, je voudrais laisser une ultime réflexion, un peu provocatrice, en suspens pour nourrir l'esprit de ceux qui nous écoutent. Vas-y. Si l'économie moderne a fini par donner un prix à presque tout, y compris au droit de polluer ou à l'espace physique dans nos villes, que se passera-t-il le jour où le marché tentera de fixer le prix de notre attention ou même de notre silence? C'est déjà presque le cas avec l'économie de l'attention. Exactement. Est-il possible qu'à force de tout transformer en marchandises, le capitalisme finisse par tarir les seules ressources immatérielles qui rendent la vie humaine véritablement digne d'être vécue? Une question vertigineuse. Sur laquelle on vous laisse méditer. À bientôt pour une nouvelle exploration.